Eh bien les amis, ça y est, on est bientôt à l'approche du plus grand rendez-vous de moto de l'année, celui que personne ne doit manquer. Je parle bien évidemment de l'EICMA 2025, le salon de Milan qui est ni plus ni moins que le plus grand salon de moto au monde et de très très loin. L'année 2024 a vu se masser au Rofiera Milano pas moins de 660 000 personnes. Et comme chaque année, c'est maintenant la tradition. Je pars à Milan pour vous couvrir l'intégralité de cet événement absolument exceptionnel, véritable Noël avant l'heure pour moi, et dans lequel eh bien, je vais vous couvrir tout, absolument tout, toutes les marques, tous les constructeurs, de façon individuelle, dans des vidéos que vous retrouvez sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi bien évidemment de gigantesques vidéos YouTube qui couvriront constructeur par constructeur l'intégralité de cet événement absolument exceptionnel. Et je me suis dit bien évidemment qu'il était intéressant de se faire un petit bingo comme ça de ce à quoi on pourrait s'attendre pour l'EICMA 2025, ce en tout cas à quoi moi je m'attends et ce que j'aimerais. Bien sûr, il va y avoir certaines motos qu'on a déjà vues et que j'ai très très envie eh bien, de revoir, de reparcourir comme ça. Et puis aussi, eh bien, théoriser, supputer sur d'éventuelles annonces. C'est de toute façon le meilleur moment pour le faire. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est Noël. Et bien justement, à Noël, on fait des listes de cadeaux. Donc on y va, on va commencer tout de suite. Juste avant, je vais vous inviter quand même à vous abonner à la chaîne. Non seulement c'est un énorme soutien que vous m'apportez, mais en plus de ça, eh bien, activer la cloche de notification pendant cette période me semble vital, puisque on est dans la période où toutes les annonces se font. Ce serait quand même dommage de rater des trucs. Là, vous avez vu, il y a Ducati qui a sorti des choses. Tous les constructeurs vont commencer à dégainer, donc ne ratez pas ces vidéos. Et on va commencer sans plus tarder par un constructeur qui n'est pas attendu à la fête, particulièrement sur des annonces particulières de nouveautés. Pourquoi? Parce que ce constructeur, il a subi d'énormes difficultés financières sur l'année 2025. Il s'agit bien évidemment de KTM, qui a vraiment frôlé la catastrophe, dont les choses se sont un peu redressées, mais on est toujours un petit peu, vous savez, dans les répliques de ce séisme gigantesque qui a secoué l'industrie moto, le plus grand séisme, la plus grande crise financière de l'histoire de la moto. Mais il y a quand même des trucs que j'ai très très envie de revoir à l'EICMA concernant KTM, et bien évidemment la première d'entre elles, c'est cette machine, la RCR 990, la sportive que tout le monde attend. Tout le monde l'attend, cette 990 RCR. On a tous envie de l'avoir en concession. Bien évidemment, elle m'avait déjà fait extrêmement forte impression quand je l'avais vue à l'EICMA, quand elle avait été présentée, dans sa version track et dans sa version standard grise, machine ultra intéressante qui va mettre en avant un certain nombre de technologies chez KTM ultra intéressantes, dont notamment le moteur de la 990 Duke poussé a priori à 130 chevaux, un châssis ultra affûté et surtout, ça c'est quand même exceptionnel, cette moto va être l'une des seules machines au monde à avoir les étriers Brembo Epure. Je suis allé trop loin dans la page, ne vous inquiétez pas. Étriers Brembo Epure sur cette moto qui vont être de l'exclusif, genre aucune machine de cette cylindrée, de cette puissance ne sera équipée de ce genre d'étrier. C'est des trucs qui sont réservés aux Panigale V4, RS V4, des machines qui sont à des niveaux de performance stratosphériques. Et sur une sportive mid-power, comme j'aime à les appeler, on va avoir les étriers les plus puissants qui existent dans le marché pour le grand public. Vraiment, j'ai hâte de la revoir, j'ai hâte de pouvoir à nouveau la parcourir, vous la montrer, parce que cette moto, je sais qu'elle fait fantasmer énormément de monde et c'est bien normal, moi le premier. Donc, la 990 RCR, c'est sûr et certain que j'ai très envie de la revoir. Mais il y en a une autre aussi que j'ai très envie de revoir, puisque je l'ai vu qu'une fois ou deux et de façon assez, subtile et fugace, cette machine qui est aussi extrêmement attendue. Il s'agit de la 990 Duke R. Dans cette vidéo de présentation, on la voit évoluer en temps réel comme si elle avait été taillée pour la piste, la version ultime du Roadster mid-size de KTM qui est véritablement une machine ultra intéressante. Quand je l'avais testé, la 990 Duke, j'avais trouvé que c'était beaucoup plus proche d'une mini Super Duke que d'une grosse 890. C'est vraiment ce qui pour moi distingue cette moto et il lui manquait ses lettres de noblesse dans sa version ultime qui va avoir notamment une partie cycle revisitée avec justement cette fourche WP Apex Pro ultra poussée avec des étriers Brembo Stylema et surtout
le nouvel écran de chez KTM, je ne sais pas s'il le montre ici sur les images, mais en tout cas, vous voyez, la moto, elle est ultra attendue. On voit ici les petits étriers qui font vraiment ultra plaisir. On a une machine, voilà, l'écran, ce nouvel écran TFT qui il me fait rêver, il me fait fantasmer cet écran. J'ai très envie de voir ce que ça va donner. La technologie accompagne KTM dans cette renaissance et je l'espère, ça va vraiment bien aller pour eux. Et donc, par conséquent, la 990 Duker fait partie définitivement des machines que j'ai très envie de voir. On va passer à un autre constructeur, désormais, qui lui aussi m'avait énormément fait impression lors de l'EICMA 2023. Ça remonte quand même, il y a 2 ans. Et les machines qu'ils avaient annoncées, plus trop de nouvelles, ou tout du moins, on attend leur commercialisation, on attend qu'elles arrivent sur le territoire européen, parce que ces motos, elles m'ont véritablement fait énormément de l'œil, pour leur ligne, mais aussi parce qu'elles annonçaient en termes de technologie, de moteur. Moi, ça m'avait beaucoup plu. C'était pour moi la plus belle moto de l'EICMA 2023. Autant vous dire que ce n'est pas un petit titre. Cette machine, vous vous en doutez, c'est la Moto Morini Corsaro Sport. Regardez-moi ces lignes absolument incroyables. La machine est merveilleusement belle, avec véritablement une ligne ultra agressive, originale. On retrouve quelques petites inspirations, un petit peu S. Miller, un petit peu Kawasaki, peut-être aussi dans l'âme de certaines lignes, mais elle a son identité, et véritablement, ce bicylindre qui a l'air ultra sympa, qui sera dans les puissances d'une RS660, ça, c'est une machine que j'ai très envie de revoir, mais surtout parce que j'espère enfin une annonce de date et de prix sur cette moto. On n'en sait toujours rien. Toute la gamme Corsaro, elle est actuellement, on va dire bloquée. Donc regardez, on a ici les caractéristiques, notamment avec ce moteur de bicylindre en V à 90 degrés, annoncé pour 96 chevaux. Machine donc extrêmement intéressante pour les permis A2. Et il y a elle, bien évidemment, mais il y a aussi la Corsaro GT, l'équivalent en version trail un petit peu baroudeur et un petit peu polyvalent. Et puis surtout aussi la Corsaro 750 qui elle est véritablement la moto de Venom, comme je vous l'avais dit. Machine avec une ligne totalement atypique. J'adore la gueule de cette moto et j'espère vraiment que Moto Morini vont nous donner des nouvelles concernant cette machine, parce que ça fait vraiment partie des choses que j'ai très envie de voir. Alors, la vidéo va être longue, je préfère vous prévenir, vous êtes là pour un petit moment avec moi, mais vous aimez bien, donc on va continuer. On va passer maintenant à un constructeur qui est en train de préparer des dingueries, mais des grosses dingueries. Ils sont en train de travailler non pas à 6 mois, non pas à 1 an, non pas à 3 ans, mais à 5, 10, voire même 15 ans dans le futur. Ce constructeur a toujours été, un pionnier, un innovateur, avec des fois des choses qui n'ont pas immédiatement pris, mais vous savez, un petit peu à l'image d'Apple, avec l'iPad et l'Apple Watch, le public n'était pas encore prêt, mais aujourd'hui, on voit que c'est eux qui règnent en maître sur ces catégories. Ce constructeur a aussi des idées du futur et on ne peut pas le retirer, c'est qu'effectivement, ils prennent des risques. J'ai nommé bien évidemment nos amis de chez Kawasaki et l'une des machines sur lesquelles j'aimerais avoir des nouveautés, c'est la H2 SX YSE ou ICE comme j'aime à l'appeler, une moto absolument folle. Pourquoi? Quelle est la chose qui la distingue? C'est pas les énormes valises qui sont derrière, dans ces valises il y a des trucs, mais vous allez voir, c'est surtout qu'il s'agit de la première moto à hydrogène comme carburant au monde et qui est actuellement en développement chez Kawasaki. Une moto qui, en plus de ça, c'est ça qui est extrêmement intéressant, n'a de différence avec une H2 SX standard que l'arrivée du mélange air-hydrogène. En effet, j'ai pu m'entretenir avec des gens de chez Kawasaki France qui m'ont expliqué que par rapport à une H2 SX standard, la seule différence, c'est que le mélange air-hydrogène arrive directement dans les cylindres parce que l'hydrogène est tellement une particule fine, c'est on va dire l'élément le plus fin qui existe, que tout devient poreux avec l'hydrogène et que donc il faut injecter directement dans les cylindres pour que ce dernier ne s'évapore pas. Mais c'est la seule chose à faire, ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, si on met en place les solutions techniques nécessaires pour mettre de l'hydrogène dans ce qu'on appelle des réservoirs complexes, c'est-à-dire des réservoirs avec des formes un petit peu comme on a les réservoirs d'essence, on pourrait avoir une H2 à l'hydrogène qui pourrait arriver dans le futur. Et quand je vous dis que c'est vraiment un truc qui est viable, c'est que aujourd'hui, Kawasaki, Honda, Yamaha et Suzuki se sont associés pour travailler sur cette technologie et la développer. Et donc, je pense vraiment que
Si on a des nouvelles de la H2SX Eyes, ce serait vraiment très très cool. C'est une machine qui, moi, m'intrigue énormément. Pourquoi je vous parlais des valises tout à l'heure? Parce que c'est à l'intérieur qu'il y a les réservoirs à hydrogène qui sont de forme ovale actuellement. Ce sont des réservoirs de Toyota Mirai. Donc la machine, elle est bien évidemment, c'est un concept, elle est en développement. Mais les choses avancent et on attend une commercialisation aux alentours de 2030. Mais peut-être que ce sera l'année pour Kawasaki de nous donner un petit peu plus de news. Il y a d'autres choses chez Kawasaki dont il faut qu'on parle bien évidemment. Cette moto, notamment la Z1100, le retour de la grosse panthère Tsugomi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je vais vouloir voir à quoi elle ressemble. Je veux voir la machine en vrai, en espérant qu'elle n'arrive pas en concession entre temps, parce que sinon ce sera un peu un flop. Mais bon, c'est pas grave. La ligne de la panthère originale. J'ai eu beaucoup de choses à dire sur cette moto et encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre le positionnement tarifaire de la Z1100, notamment la version SE, face à plein de choses. Face à la Z900 SE, où on est à 1800 € d'écart pour une moto qui, à mon sens, n'est pas si différente. Elle l'est. On rajoute un peu de puissance, on rajoute du couple. On a un châssis double longeron aluminium, donc on a une machine qui est vraiment sportive. Mais du coup, une fois qu'on se dit ça et qu'on est à 13 800 €, comment on la positionne face à une concurrence ultra affûtée, comme la CB1000 Hornet SP qui coûte 2000 € de moins et qui fait 20 chevaux de plus, étrier Brembo Stylema, une GSX S1000 qui elle aussi est très efficace et à peu près dans les mêmes prix, mais aussi avec 152 chevaux. Ça, c'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse pour le moment. Mais en tout cas, la Z1100, j'ai très envie de la voir un petit peu comment elle est en vrai. Donc ça fait partie des machines que j'attends énormément. Et puis après, si on peut un peu rêver, si on peut un peu s'accorder un petit peu de folie, il y a une moto que j'aimerais voir un peu refondue, on va dire comme ça. Cette moto, vous le savez, hein, vous connaissez mon amour que j'ai pour elle. C'est bien évidemment l'incroyable, l'explosive ZH2 SE. La vraie patronne des roadsters chez Kawasaki. On va pas parler de ces petites machines qui font 120-130 chevaux, non, non. Là, on est sur un 4 cylindres en ligne compressé de la Ninja H2 qui délivre 200 chevaux et 137 Nm de couple. Et si vous voulez faire un upgrade par rapport à une Z900, c'est ça qu'il vous faut. Et alors, bien sûr, une machine qui a été un petit peu, délaissée par le grand public parce que la gueule est particulière. Moi, j'adore. Je trouve que ça lui donne un côté requin. Mais j'aimerais, pourquoi pas, la voir évoluer. Maintenant que la Tsugomi revient, la Z1100, peut-être qu'ils vont habiller la ZH2 avec ce design extrêmement agressif. Imaginez une ZH2 un peu avec ses lignes de panthère, ce serait absolument incroyable. Et donc, par conséquent, eh bien oui, j'aimerais bien voir arriver cette petite ZH2 nouvelle génération. Ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Alors, nous allons maintenant passer à l'Europe, on y était tout à l'heure avec KTM et Moto Morini, on y revient avec un constructeur qui a aussi beaucoup de choses à montrer cette année. Ce constructeur, c'est BMW. Et bien évidemment, la première chose qu'ils ont à nous montrer, eh bien, c'est des choses un peu plus concrètes concernant ceci, le fameux concept RR qui a été présenté au Concorso d'Eleganza à Villa d'Este, notamment où ils avaient présenté la fameuse R20. R20 dont on attend aussi potentiellement une annonce commerciale, c'est vrai que j'y ai pas pensé, je l'ai pas mise dans la liste, mais maintenant vous m'y faites penser, voilà. Donc ça, c'est la nouvelle génération des S1000RR, tout simplement. C'est à ça que va ressembler, dans les grandes lignes, peut-être qu'elle évoluera un peu, mais c'est à ça que va ressembler la S1000RR du futur. Est-ce que c'est celle de 2026 ou de 2027? On a ici une petite vidéo qui nous montre rapidement les quelques lignes. Donc, vous savez, on avait teasé tout le truc, on s'était posé la question, est-ce que c'était une sportive mid-size? Bah non, finalement, c'était vraiment le concept de ce à quoi va ressembler le futur de la S1000RR qui envoie quand même un petit peu. Excusez-moi, ça reste un concept, effectivement. On est sur un truc qui a l'air quand même d'envoyer. Niveau gueule, ça a l'air énervé. Bon, il y a du carbone de partout. Pas sûr et certain que la version finale de la machine soit comme ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler au final. Est-ce qu'il va y avoir une annonce? Peut-être qu'il est un peu tôt. Peut-être qu'il est un petit peu tôt. Mais en tout cas, ça ne fait aucun mal de rêver et de se poser un petit peu la question de à quoi ça pourrait potentiellement ressembler. Et il y a aussi une autre machine chez BMW. Alors, peut-être un petit peu moins fantasque, un petit peu moins démesuré, mais qu'on attend aussi avec impatience. Cette moto, c'est la commercialisation de la F450 GS, qui fait énormément de bruit depuis qu'elle a été annoncée. Une machine tout-terrain, légère, fine, exit les grosses R1300 GS. On est là pour s'éclater, pour s'amuser avec une moto ultra légère,
qui a l'air d'avoir des caractéristiques vraiment très intéressantes. On voit qu'au niveau de la partie cycle, ça a l'air d'être du lourd, fourche inversée, étrier Brembo, une mécane qui a l'air bien finie, qui a l'air de vraiment envoyer. Regardez la petite vidéo qu'on a là de présentation qui a l'air vraiment ultra chouette. Elle reprend exactement les lignes de la R1300 GS. On est vraiment sur une copie conforme en version mini baby, mais ça peut être un vrai jouet pour faire le con, et je suis sûr et certain que si BMW la présente, elle risque de faire énormément de bruit à l'EICMA 2025. Maintenant, on va continuer. On va continuer en Europe, mais on va passer en Italie. On y était tout à l'heure avec Moto Morini, on revient et on va parler de Ducati. Parce que Ducati, les amis, ils sont jamais avares d'annonces. Eux, ils y vont, ils ont toujours des trucs à démontrer. Là, d'ailleurs, on était au 3e Ducati World Premiere. Ils ont présenté la Multistrada V4 RS et la Diavel V4 RS. C'est des machines que j'ai bien évidemment envie de voir, excusez-moi. La nouvelle Panigale V4 R, donc le summum de l'archi-puissance de l'hypersportive, c'est la même chose. Multistrada V4 Rally présenté aujourd'hui, mais il y a encore des trucs qu'on n'a pas été en droit de voir. Il y a encore des rendez-vous Ducati World Premiere, donc peut-être qu'on y aura droit. Mais en attendant, il y a des rumeurs qui circulent notamment sur ceci, une hypermotard V2. Donc ce serait une machine sur base de la nouvelle plateforme V2 qui équipe notamment les Panigale, les Street Fighter et aussi la Multistrada V2. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le communiqué de presse où Ducati avait présenté pour la première fois ce moteur, le plus léger de leur histoire, ils avaient bien dit que 4 motos seraient concernées par cette motorisation. Ça laisse une place libre pour cette machine. Et il est vrai qu'effectivement, une hypermotard V2 pourrait venir à voir le jour. Je me pose quand même la question. Parce que ça, évidemment, c'est des photos qui ont été volées il y a 14 jours, donc vous voyez que c'est quand même un truc qui est récent. Ça nous laisse quand même y croire, Mais il y a une autre machine aussi qui était en rumeur pour être mise à jour et dévoilée à l'EICMA 2025 ou un petit peu avant pendant les Ducati World Premiere. Cette moto, eh bien c'est la Monster. La Monster qui devrait être arrêtée dans sa forme actuelle et renouvelée avec cette nouvelle plateforme V2 avec pas mal de changements potentiels. Alors, pour l'instant, je n'ai pas vu de photos volées. Si vous en avez, n'hésitez pas à me dire où est-ce qu'on peut les trouver. Mais la Monster, c'est une machine aussi qui pourrait être mise à jour, mais je vous avoue que je suis plus dubitatif en ce qui concerne la Monster. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette plateforme V2, elle existe en 2 configurations. D'un côté, la Panigale et la Street Fighter qui font 120 chevaux, et de l'autre côté, la Multistrada qui en fait 115. Aujourd'hui, venir à sortir une autre machine de la catégorie Roadster, avec une puissance extrêmement similaire à celle d'une Street Fighter V2, je vous avoue que je suis un peu dubitatif. Alors oui, effectivement, peut-être qu'une Monster et une Street Fighter ne visent pas exactement le même public, mais je suis pas sûr qu'en termes de gamme marketing, ce soit vraiment un truc ultra pertinent et intéressant pour Ducati de mettre 2 machines de catégorie aussi proches l'une à côté de l'autre. Vous me direz ce que vous en pensez, mais il est sûr et certain que je penche plus pour la piste de l'hypermotard, pour là avoir vraiment une différenciation, même si la 698 mono existe, mais là c'est une machine qui fait dans les 70 chevaux. Là on irait chercher un hypermotard de 115 ou 120 bourrins, on est quand même sur une catégorie au-dessus. Écoutez, moi je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, et quelle sera la machine qui sera annoncée. Peut-être que ce sera les deux et que finalement c'était pas 4 machines pour le V2, mais 5, ça on le verra. Il y a encore un truc que j'aimerais voir chez Ducati, parce que c'est un truc sur lequel ils bossent depuis très longtemps, c'est un truc dont ils ont un quasi-monopole dans le segment dont on va parler, et à mon avis, ils ont déjà ce qu'il faut en termes de techno pour sortir la machine. Vous savez peut-être de quoi je parle, j'évoque ici l'électrique et la fameuse Ducati V21L. La machine qui participe à la Coupe du Monde FIM Moto E, qui est quasiment dominée par Ducati. Je crois qu'ils fournissent l'intégralité des machines. Et regardez ici, cette moto, j'ai du mal à comprendre que Ducati ne sorte pas cette machine. Je pense qu'ils attendent le bon moment. Je pense vraiment que Ducati attend la fenêtre de tir idéale pour dégainer une sportive électrique, parce que, à mon sens, qu'il s'agisse de batterie, de châssis, de technologie,
Ça fait très longtemps qu'ils sont dans le championnat du monde Moto E et ils ont déjà, pour moi, tout ce qu'il faut. Ils ont sorti un communiqué de presse il y a quelques semaines où ils disaient « Nous n'avons pas encore tous les éléments ». Pour moi, c'est du pipeau. Pour moi, c'est du pipeau. Ils attendent simplement que le marché soit mûr parce qu'ils savent que l'électrique, vous savez, c'est un sujet encore un petit peu délicat. Mais à mon sens, j'aimerais beaucoup entendre parler peut-être d'une... Au moins de dire qu'ils sont en train de préparer quelque chose dans ce sens-là et que ça permettrait eh bien, d'aller chercher une nouvelle machine électrique pour un petit peu faire concurrence d'une certaine façon ou accompagner le lancement d'une autre moto électrique dont on parlera un petit peu après. On va continuer chez les Italiens, on va continuer chez les machines un petit peu comme ça qui font rêver avec un autre constructeur dont il s'agit d'Aprilia. Aujourd'hui, j'ai du mal avec le français RS660. Je ne m'attends pas à des nouveautés concernant la RS660. Hein. Attention, calmez-vous. RS660, machine ultra populaire, extrêmement bonne. Pour moi, la meilleure moto à deux si vous avez les moyens de vous la payer. C'est une bécane qui est formidable. RSV4, la machine hyper sportive de série la plus puissante au monde aujourd'hui. 220 chevaux, un monstre équipé du V4 de Noël qui crache 220 bourrins, étrier Brembo High Pure et suspension Hollins, voilà. Il y a un trou là-dedans. Il y a un trou de 120 chevaux. Vous pensez pas qu'il y a la place quand même là-dedans pour mettre une sportive mid-size qui pourrait venir se battre avec les Panigale V2, les Yamaha R9, les KTM 990 RCR? Eh bien moi je pense que si. Je pense que si. Et je pense même que eh bien, Aprilia avait déposé un brevet pour une RSV 1000. Et peut-être que ce sera le bon moment de voir débarquer une sportive mid-power entre 130 et 150 chevaux. Je pense que ça ferait kiffer beaucoup de monde. Donc vraiment, j'attends avec impatience de voir ce qu'Aprilia va nous préparer. De toute façon, s'il doit y avoir une annonce, elle va être dans les prochaines semaines. Donc encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, c'est ultra important. On va continuer à avancer puisqu'il y a encore quelques petits constructeurs à voir et on va dans l'ordre de ce que j'attends un peu et de ce qui pourrait être à la fois le plus improbable mais aussi le plus excitant. On va mentionner maintenant Yamaha. Parce que Yamaha, ils ont eu beaucoup de transformations récemment, hein, vous n'êtes pas sans le savoir, mais il y a une annonce qu'ils ont faite il y a peu de temps qui m'a particulièrement tiqué, et ça concerne le CP3, le moteur qui anime notamment la MT-09, la Tracer 9, la Nikon et même la XSR 900. C'est un moteur qui équipe quand même pas mal de machines, très bien né, 3 cylindres en ligne exceptionnels, 119 chevaux, 93 Nm de couple, mais... il y a moyen d'en faire d'autres choses de ce moteur. Et il y en a tellement moyen d'en faire d'autres choses que Yamaha, il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé un plugin hybride pour la MT-09, le fameux PHEV. Et vous voyez que ça, c'est une vidéo officielle de Yamaha qui montre eh bien, ce plugin hybride qui associerait donc à la fois un moteur électrique et un moteur thermique, façon Ninja 7 hybride. Comme quoi, vous voyez... Kawasaki, ils ont eu de la suite dans les idées, ils ont fait un truc et les gens étaient là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah au final, ça a donné des idées à Yamaha. Alors, il n'est pas dit encore que cette machine va voir le jour, j'en sais rien. Là, actuellement, ils ont parlé d'un brevet qu'ils ont déposé. Je ne sais même pas si la machine pourrait potentiellement être annoncée cette année ou dans plusieurs années, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils bossent sur cette techno, sur une machine qui combinerait à la fois l'électrique et le thermique. Alors, dans quel but? Économiser du carburant, économiser de la consommation en ville ou augmenter les performances de la moto pour pouvoir gagner du couple, par exemple, de l'accélération. Vous savez que la Ninja 7 hybride, c'est un peu le fonctionnement. On a un moteur thermique qui fait 400 cc. Par contre, les départs arrêtés et les accélérations avec la fameuse fonction e-boost, elles sont dantesques. Et alors, sur une machine comme la MT-09, qui est déjà de base avec un moteur qui est costaud, je pense que ça peut donner des choses absolument folles en termes de performance. Donc j'attends ça avec impatience. Et sur le CP3, il y a un autre truc aussi. On en a parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Un compresseur. Là, vous voyez, je suis en double. Hein, voilà, je me cache comme ça devant. Un turbo électrique pour les 3 cylindres Yamaha. Donc on pourrait également avoir une machine avec un compresseur. Je pense que Yamaha a très envie de faire des choses avec son moteur CP3, parce qu'aujourd'hui, c'est le moteur le plus puissant de la gamme, hein, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, les autres machines, elles ont disparu, on va en reparler juste après. Mais du coup, le CP3, ils essayent d'en faire des trucs. Et donc, plugin hybride,
compresseur, voir un petit peu ce que ça donne. Mais s'ils font des annonces, ça pourrait vraiment faire le carton à l'ECMA. Et donc j'attends ça avec impatience. On va finir avec Yamaha, pardon, parce que la vidéo dure quand même déjà depuis un bon moment. En parlant de cette machine qui nous a quitté, tristement, petit ange parti trop tôt, la Yamaha R1, qui n'existe plus qu'en version race, uniquement homologuée pour la compétition et pour les circuits. Et il est vrai qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi le monde de la compétition chez Yamaha, quelque chose que moi-même, personnellement, je ne suis pas des masses, mais ils ont un peu abandonné le 4 cylindres en ligne pour se concentrer notamment sur le V4. Le V4, où a priori les pilotes sont pas encore extrêmement super heureux des résultats, mais ce qui est sûr et certain, c'est que, eh bien, Yamaha planche sur un V4. Et de là à dire qu'il pourrait revenir avec une hyper sportive alimentée par un V4 et non plus par un 4 cylindres en ligne, alors, il me semble un peu tôt pour annoncer ça, ou alors peut-être au moins une annonce pour dire le V4 va arriver sur la route. Si c'était le cas, rien que là, ça serait un carton. Rien que là, ça serait un carton, ce serait une des plus grosses annonces de l'ECMA. Fin de l'histoire. Parce que vraiment, se dire, la R1 va revenir, mais non plus dans une version 4 cylindres en ligne, mais dans une version V4, ce serait fou. Ce serait totalement fou. C'est des conjectures, c'est des pronostics, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, ça me chauffe grave. Nous arrivons aux 3 derniers constructeurs sur lesquels eh bien, je voulais un petit peu pronostiquer des choses pour l'ECMA 2025. Et on va parler, pour commencer, de Honda. Honda, qui avait annoncé l'année dernière un V3 à compresseur électrique, une nouvelle architecture moteur, et qui a priori ne serait pas faite pour des petites machines. On est en train de se parler d'un truc qui est destiné plutôt à des motos entre 800 et 1000 cc. Et donc ce compresseur électrique, qu'est-ce qu'il permettrait? C'est une nouveauté, ce serait une exclusivité mondiale qui permettrait de générer un surcroît de couple significatif dès les bas et moyens régimes. Et donc, en plus de ses performances, Honda a mis l'accent sur la compacité de ce moteur conçu pour s'intégrer dans des modèles de grosses cylindrées tout en économisant l'espace. Je sais pas s'il y a un truc là qui, chez vous, se met en place et vous n'avez pas l'impression que Honda, ils sont en train de bosser sur un DOS, mais un DOS comme ça. Je pense que le plus gros constructeur du monde est en train de nous préparer une énorme dinguerie. C'est comme ça que je le vois. Il y a tellement de choses réunies dans cette nouvelle technologie que je pense vraiment qu'on va voir arriver à un moment une sorte de 800-1000 cc avec des performances aux alentours de 140-150 chevaux, mais avec une quantité de couple colossale et une machine dont les performances pourraient presque se rapprocher de l'électrique au niveau du ressenti, voire même un petit peu des ZH2, H2 et compagnie. Donc ultra intéressant. Il n'y a pas que ça chez Honda qui m'intéresse, vous vous en doutez. Moi j'ai très envie également d'aller voir cette moto, la nouvelle WN7, un première moto électrique du constructeur. Alors bien évidemment il y a le Culve, l'espèce de petit scooter, mais ça bon, c'est une machine de grand garçon, c'est-à-dire que là vous voyez bien, on est sur du 180 mm à l'arrière avec du Pirelli Diablo Rosso 4, c'est pas du tout un truc qui est fait pour une machine à petite performance, et d'ailleurs la WN7 qui a été présentée avec pas mal de petites choses. Alors, je me permets de revenir quand même rapidement là-dessus. Quand ils ont dit 18 kW et 11 kW pour le A2 et le A1, je pense qu'il y a un peu une erreur là-dessus actuellement parce que 18 kW ça fait 25 chevaux sur une machine qui est annoncée pour 100 Nm de couple et des performances d'une 600 cc. Je pense qu'il y a une erreur de dossier de presse. Je pense qu'on est plutôt sur une batterie de 18 kWh, c'est-à-dire une batterie qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on retrouve sur une Zero Motorcycle SRF, qui est une machine qui est plus dans les 110, 115 chevaux. Donc ne vous inquiétez pas, en tout cas moi j'ai très envie de l'avoir en vrai parce que je suis très curieux, notamment vous savez de ces petites plaques latérales un petit peu transparentes façon plexi ouvert, je ne sais pas ce que ça va donner. La machine m'intrigue énormément. Là vous avez ici les photos, je dirais pas que c'est beau. Je dirais pas que c'est beau, mais c'est ultra intriguant et c'est une machine, dès qu'elle va arriver en concession, je vais vouloir la tester, je vais vouloir voir ce que ça donne parce que c'est en fait un truc unique, historique. Honda se lance dans l'électrique, dans le full électrique, c'est hyper important. Ça veut dire que ça va stimuler la croissance de ce segment. Et vous savez ce que j'en pense. Je ne suis pas du tout pour la disparition du thermique, mais il faut trouver des solutions pour faire cohabiter différentes sources de carburant.
L'hydrogène, comme carburant, ça pourrait être très bien. Ça ferait maintenir les moteurs thermiques en vie, peut-être pendant de façon illimitée. Mais on a besoin aussi d'autres choses, d'autres solutions. Et je trouve ça super intéressant. Et l'innovation, c'est toujours quelque chose d'extrêmement bien. Donc on prend. Avant-dernier constructeur. Et en fait, vous allez voir que c'est pas du tout une annonce de nouvelle moto, en fait, que je vais placer ici. Mais juste peut-être une des infos qu'on attend le plus depuis que cette bécane a été annoncée, ou plutôt ressuscitée. Vous savez où je suis en train d'en venir? Si vous ne le savez pas, bon, c'est pas grave, dans quelques secondes, vous allez savoir. Bah, j'évoque bien évidemment Suzuki, avec le retour de la GSX R1000, en version R1000R, hein, avec sa fourche, avec sa cartouche de compression déportée. Et ben, ce qu'on attend de cette moto, bah, c'est son prix. Tarif NC. Alors, est-ce qu'il va être annoncé à l'ECMA? Dispo pour l'été 2026, ça me semble un peu tôt, mais c'est vraiment l'inconnue peut-être la plus interrogeante du monde moto aujourd'hui. On a envie de savoir combien cette bécane va coûter, parce que, on le sait, on se pose la question avec les caractéristiques de la GSX R1000R, à savoir quasiment strictement les mêmes que la version précédente avant qu'elle disparaisse, même un peu moins de chevaux, 195, avec des technologies qui m'ont l'air quand même un petit peu dépassées sur la fiche technique. Fiche technique toujours par rapport à la concurrence. Annoncer une moto comme ça à 21-22 000 euros, pour moi, c'est véritablement un coup de fusil dans le pied que Suzuki se mettrait. Mais en ce moment, vous savez que les politiques commerciales et tarifaires chez Suzuki sont un peu particulières. Donc vraiment, hein, si on peut avoir le prix de la GSX R1000R à l'ECMA 2025, et bien évidemment, voir la machine, je veux la voir de mes yeux vus, mais je l'ai vu au siège de Suzuki France. Je l'ai eu en face de moi, la moto. Bon, là, je prendrai un peu plus de temps, je vais vous la présenter. Bon, on verra ce que ça donne. Cette vidéo a assez duré, 31 minutes et 15 secondes. Il va falloir accélérer un peu. On va conclure avec la dernière annonce, la dernière chose que j'attends. Et je pense que vous savez très bien de quoi il s'agit. J'ai fait le tour des constructeurs. Il en reste un. Un qui, ces derniers temps, n'a cessé à la fois de faire de la polémique, à la fois de monter dans le classement des ventes, à la fois d'être un outsider à la destinée incroyable, mais aussi des petits chaussons de cristal qui peuvent se briser à n'importe quel moment. Il faut qu'ils fassent quand même attention. Bien évidemment, je parle de CF Moto, les amis, et l'annonce que j'attends énormément, c'est le fameux projet Master of Speed avec ce V4 qu'ils ont annoncé l'année dernière, 212 chevaux et 1000 cm3, et ce concept ici, hein, cette machine ultra intrigante, est-ce qu'on va avoir le droit à l'annonce officielle de l'hypersportive CF Moto? Ce serait incroyable parce que pour autant que CF Moto soit un petit peu en ce moment sur une pente un petit peu dangereuse, sur une pente un peu glissante avec les histoires d'applications CF Motorride qui sont payantes puis plus payantes, je vais vous en parler bientôt de ça, l'histoire des 675 SRR qui finalement sont pas bridables en A2, ça ne change pas le fait que le constructeur chinois connaît actuellement une destinée comme ça, et que si il couronne tout ça avec l'annonce d'une hyper sportive, il pourrait faire oublier ce qui s'est passé récemment. Vraiment, hein, ça, ce serait un coup de maître. Et bien évidemment, encore une fois, l'une des choses qui caractérise CF Moto, c'est le rapport qualité-prix phénoménal. Donc si on annonce une hyper sport V4 avec, j'en sais rien, un tarif aux alentours de 16, 17, même 18 000 euros pour 212 chevaux, ça resterait un rapport qualité-prix absolument dinguissime. Et ça ferait un énorme pied de nez à la concurrence, mais surtout à la GSX R1000R. Et là, pour le coup, je pense que tout le monde serait en train de revoir ses stratégies. Bref, on est arrivé à la fin de ce bingo de l'ECMA 2025, les amis. 33 minutes, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez pour l'ECMA 2025. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Et surtout, si vous avez des requêtes spécifiques dans la façon comme vous voulez me voir tourner les vidéos, etc. Il va y avoir des mises à jour sur le setup, je vous l'avais dit. Je vais avoir notamment cette année un dispositif en association avec mon monteur qui va s'occuper de toute la partie short. Et donc moi, je vais pouvoir me gérer les vidéos YouTube. Ce ne sera pas le même matos. Je vais utiliser une caméra dédiée qui sera du coup meilleure. Bref, ça va être le feu absolu. J'ai hâte d'y être. Mais en attendant, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ultra important parce qu'on a toutes les annonces là qui vont arriver. Et donc, ce serait dommage de rater tout ça. Et en attendant, prenez soin de vous. Kiffez vos bécanes. Ciao!